cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est gentil, voire trop gentil, ça sous-entend souvent qu'il est un peu naïf, voire même certainement un peu con. Comme si la gentillesse était une faiblesse. Or, avec mon invité aujourd'hui, Franck Martin, qui est spécialiste dans les relations humaines, eh bien, il va nous prouver que la gentillesse, c'est peut-être plutôt une force. Mais surtout, il va nous expliquer en quoi consiste la gentillesse, parce que c'est vrai que c'est souvent assez mal compris. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on n'a pas le droit de dire non et qu'on ne se fait pas respecter. Je crois que ça, c'est quand même peut-être important parce qu'il faut peut-être d'abord être gentil avec soi-même. On pourra également voir pourquoi certaines personnes mal attentionnées profitent de la gentillesse des autres pour leur propre intérêt. Quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître que la société humaine n'est pas franchement gentille. En tout cas, si vous avez tendance, vous, à être parfois un peu trop gentil, eh bien, venez nous raconter et on vous dira si vous êtes vraiment quelqu'un de gentil, si vous êtes trop gentil ou peut-être un peu con, hein, pourquoi pas. Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Franck Martin. Bonjour Brigitte. Oui, alors on ne sait jamais trop comment vous vous présentez, Franck Martin. Alors c'est pour ça que je dis passionné de la relation humaine. C'est parfait. Ça vous va? Ah mais c'est parfait. Bah, en tout cas, c'est ce qui est dit derrière ce livre qui vient de sortir, qui est tout chaud. Gentillesse, mes fesses, aux éditions Erol. Comment passer de l'intention de la gentillesse à son incarnation au quotidien. C'est un livre, comme beaucoup de vos livres d'ailleurs, plein de bon sens, j'ai envie de dire d'abord et avant tout. Un livre grand public aussi, ça c'est important. Je voulais d'abord revenir sur cette tendance qu'on a à considérer que la gentillesse, c'est quand même une preuve de faiblesse ou en tout cas de naïveté, comme si la naïveté était un défaut, comme si c'était les enfants qui étaient gentils et qu'adultes il faut cesser d'être gentil. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? C'est très culturel et d'ailleurs c'est assez étonnant parce qu'on oppose souvent deux mots qui dans la tête des gens n'ont pas tout à fait le même sens. On oppose souvent la gentillesse et la bienveillance. Alors autant la bienveillance, d'ailleurs c'est assez étonnant, les gens l'acceptent beaucoup plus facilement que la gentillesse. Moi j'ai eu des gens avec lesquels je bosse. Il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est que la bienveillance. Alors peut-être, mais du coup au niveau du mot, de la définition du mot, c'est voilà. Et il y a des tas de gens avec lesquels moi j'ai bossé, des patrons d'entreprise entre autres parfois qui considéraient que les considérer eux comme des gentils, c'était quasiment une insulte. Et c'est vrai que quand on regarde culturellement les choses, depuis des années, la gentillesse n'a pas bonne presse. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que dans les médias, il n'y ait pas quelqu'un qui dise on n'est pas dans le monde des bisounours. Il n'y a pas une entreprise dans laquelle on vous dise on n'est pas là pour faire du social. Culturellement parlant, on parlait de films ou de pièces de théâtre. Il y a eu ces fameuses pièces de théâtre tellement rigolotes, extraordinaires. Le Père Noël est une ordure avec Thierry Lhermitte, Anémone, où à un moment Thierry qui joue le rôle de Pierre dit de Thérèse. J'ai pas l'habitude de dire du mal des gens, mais Thérèse, elle est bien gentille. Il y a eu dîner de cons, etc. Et en fait, c'est vrai que le terme bien gentil, c'est exactement ça. C'est pas alors un compliment. Alors que c'est quelque chose qui naturellement est beaucoup plus noble. Et moi, j'ai toujours tendance à dire que la gentillesse, si on voulait essayer de la définir un peu, si tant est qu'on puisse la définir, en tout cas moi c'est la mienne de définition, je dis souvent que c'est le bras armé de l'amour. C'est l'amour en acte. Et donc du coup, je me souviens d'ailleurs d'un livre de, comment est-ce qu'il s'appelle, je crois que c'est Thomas d'Assembourg, quelque chose comme ça. Oui, ça existe. Voilà, en tout cas, ce nom existe. Voilà, et qui avait sorti un livre qui disait cessez d'être gentil, soyez vrai. Et moi j'avais tendance à dire non, ne cessez jamais d'être gentil. En revanche, soyez vrai, c'est-à-dire soyez attentif à vous-même. Oui, ça revient à ce que j'ai dit dans l'introduction, soyez gentil d'abord avec vous-même. Exactement. On a beaucoup de difficultés à être réellement gentil, gratuitement gentil avec les autres quand on ne sait pas l'être avec soi-même. Et toute la difficulté, c'est justement d'arriver à retrouver... Mais alors, ça veut dire quoi ça, je crois que c'est intéressant et je crois que nos auditeurs ont envie de savoir. Ça veut dire quoi être gentil avec soi-même? Être gentil avec soi-même, c'est déjà comprendre que
tout humain sur Terre n'a qu'une obsession, c'est d'exister au sens étymologique du terme, c'est-à-dire d'être sous le regard de l'autre. Et nous recherchons tous, je dis souvent que nous sommes tous des mendigos de l'amour, des mendiants de l'amour. Et ce qui nous amène, depuis tout petit... à être gentil pour être aimé. Exactement. Et c'est quelque chose qu'on continue d'avoir quand on commence à être adulte, quand on a des histoires d'amour, des histoires d'amitié, et où on va effectivement se travestir, mettre des masques inconsciemment pour pouvoir plaire à l'autre, plaire à sa femme, plaire à son homme, plaire à ses amis, plaire à son patron. Et on est dans cette obsession qui nous amène à nous trahir. Ce qui fait qu'à un moment donné, on est dans un système où on a peur de décevoir l'autre. Et d'ailleurs, en préparant l'émission, Franck Martin, vous me racontez votre ancienne histoire où vous avez donné. Donc vous avez été gentil, oui. jusqu'au moment où vous vous êtes rendu compte que vous ne recevez rien en échange. Où il manquait une forme de réciprocité. Oui, donc c'est être gentil envers soi-même, c'est aussi se respecter. C'est exactement ça. C'est fixer un cadre. Moi, c'est ce que je dis souvent. C'est un des bouquins d'ailleurs que j'ai écrit qui s'appelle Gentil et pas con. L'idée, c'est de dire la gentillesse, elle est extrêmement riche, c'est quelque chose de merveilleux, et sans cette gentillesse, je vois pas comment on souffrirait énormément ici-bas. Et la gentillesse, c'est fait de comportements de bienveillance, de bienfaisance, de respect, d'honnêteté, d'humilité, de regard de l'autre, d'attention à l'autre. Et je rajoute, mais aussi le pas con, c'est-à-dire le cadre, c'est-à-dire savoir fixer soi-même où sont mes limites. Voilà, je vais jusque-là, et je le dis. J'accepte de dire qu'à un moment donné, je n'irai pas plus loin. Alors après, c'est pas facile parce que justement, quand on dit non, on a peur de décevoir. C'est surtout pas facile. Et là, je me fais un peu l'avocat du diable. Mais je pense que ceux qui sont en train de nous écouter, c'est ce qu'ils ressentent dans un monde difficile, dans une société qui n'est pas spécialement gentille. Être gentil, c'est peut-être quand même se faire marcher sur les pieds. Être un peu à contre-courant, ouais, ça peut. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, je réponds pas grand-chose, je réponds simplement que c'est vraiment un choix personnel. Et là aussi, ça demande d'être en pleine présence de soi, en pleine conscience de soi-même. C'est-à-dire, c'est lorsque je suis dans cet acte de gentillesse, que je vais avoir ce don de moi, ce don de mon temps éventuellement, et cette attention aux autres, je vais être dans une forme de gratuité, même si on sait tous très bien que la gentillesse n'est jamais totalement gratuite, puisque j'en recueille toujours le regard et l'attention de l'autre. Mais à un moment, je vais choisir moi-même d'aller jusqu'à un endroit, d'aller à une limite. Et cette limite, je me la fixe moi-même et je suis capable de voir si ce que je fais m'amène à un résultat qui me va ou qui ne me va pas. Si je fais quelque chose et que cet acte de gentillesse m'amène à récolter des choses qui sont bonnes pour moi, je continue, voire j'en rajoute. Mais si je me rends compte qu'effectivement, à un moment, ça m'amène le regard critique des autres, ou qu'on me prend pour un idiot, et puis qu'on me colle du boulot par-dessus la tête parce que je suis toujours quelqu'un qui dit oui, et que ça commence à ne plus m'aller, c'est là où il est important d'être soi-même vrai et de dire là, stop, j'arrête. Je ne vais pas plus loin. Oui, mais c'est pas si facile, parce que si on a été gentil, que ce soit au travail ou dans le couple, prenons l'exemple du couple, évidemment, dans cette émission, ça me paraît plus cohérent. Si on a été très gentil avec son partenaire ou sa partenaire pendant 5 ans, comment tout d'un coup, elle ou il peut entendre que, non, ça suffit, c'est pas toujours à moi de céder, c'est pas toujours à moi. Et donc, c'est pas facile. C'est toute l'histoire du couple qui se forme et qui, là aussi, par nécessité de séduction, nous amène à nous travestir. On se travestit inconsciemment parce qu'on le fait pas. On le fait à la fois un peu consciemment, mais surtout inconsciemment. On est capable d'accepter et d'aimer, de croire aimer des choses de l'autre qui nous débectent. Pas forcément qui nous débectent, mais que l'on n'aime pas forcément. Et on s'entend même dire, et on a cette peau de sauce devant les yeux, oh mais j'adore sa façon de s'habiller, alors que dans la réalité on n'aime pas trop. Mais ça nous va bien parce qu'on est dans cet acte de séduction. Et puis une fois l'acte de séduction passé, les choses reviennent au galop. La réalité entre guillemets revient au galop. Et quand on est confronté à une réalité que pour le coup, elle commence à nous énerver, ou en tout cas, si ce n'est nous énerver, nous décevoir, il est très difficile effectivement de faire marche arrière. Donc on a accepté par amour de l'autre, entre guillemets, mais surtout par oubli de soi-même, des choses que l'on n'aurait pas dû éventuellement. Donc c'est pas simple. C'est ce que vous dites dans ce livre Gentillesse mes fesses. Aimer non pas plus, mais mieux. Mais mieux, exactement. Aimer beaucoup mieux que plus. Et ça nécessite de poser un cadre, ça nécessite de beaucoup se connaître soi-même, ça nécessite
nécessite aussi de comprendre que dans la notion de couple, il y a toujours un effet miroir de soi avec l'autre. L'autre nous renvoie en permanence des images de nous qui sont souvent des images en déni, des choses qu'on ne veut pas voir, et comme par définition on ne veut pas les voir, ça déclenche chez nous des choses qui ne sont pas agréables. Et puis Franck Martin, vous l'écrivez aussi, donc la gentillesse, c'est aussi parce qu'on sait écouter. Écouter, c'est être gentil. Donc pendant 2 heures, je vous propose qu'on soit gentil avec ceux qui vont nous appeler au 0826 300 300, et c'est Christine qui va commencer dans un instant. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Franck Martin qui est avec nous, expert en relations de confiance, formateur et qui travaille beaucoup d'ailleurs en entreprise pour que justement il y ait plus de bienveillance et de gentillesse. Mais on va maintenant vous aider à être gentil, parce que c'est vrai que rien que pour soi-même, ça fait du bien d'être gentil, ça renforce notre estime de nous-mêmes et ça a été prouvé par les neurosciences. Mais point trop n'en faut, n'est-ce pas Christine? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Franck. Bonjour Christine. Oui, donc c'est vrai que la gentillesse, souvent, c'est moi qui suis très gentille et je donne beaucoup. Je me suis fait avoir déjà, voilà. Et en prenant de l'âge, on prend beaucoup de recul et on n'a pas à dire non. Oui. Voilà. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que je crois que obligatoirement, si on est gentil, on se fait de temps en temps avoir. Alors c'est pas trop grave si le temps en temps est et que de temps en temps. Et que voilà, c'est d'accord. Oui, complètement. Et Christine, juste pour comprendre un peu, comment vous vous êtes fait avoir finalement? Disons que j'ai eu des petits soucis de santé il y a quelques temps, et j'avais une amie qui prenait souvent de mes nouvelles. Et un jour, j'ai pas voulu lui dire vraiment ce que j'avais, et je lui ai dit j'ai pas envie de parler, et donc elle s'est fermée et elle ne m'a plus parlé. Ah oui. Voilà. Donc elle est et à ce jour on ne se parle plus. Voilà. D'accord. C'était j'ai pris... Oui, allez-y. Oui. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, mais bon, ça ne m'empêche pas d'être toujours gentille et de dire oui aux gens que j'aime et aux gens qui me le rendent aussi sans attendre un retour. Mais bon, on voit sur qui on peut compter, et surtout quand on a des épreuves difficiles. Oui, de ce que vous dites, j'ai pas forcément l'impression que vous ne pourriez pas compter sur elle. J'entends surtout qu'il y a eu une problématique de compréhension. Voilà, c'est ça, exactement. Oui. C'est-à-dire que du coup, comme vous aviez sans doute la pudeur de dire ce que vous aviez, et que vous étiez sans doute même émotivement touché par ce que vous aviez affecté, c'était difficile de pouvoir dire les choses. Et c'est vrai que malheureusement, quand on ne verbalise pas, en face de vous, vous avez toujours des gens qui interprètent. Voilà, et donc elle a peut-être interprété comme je la fais chier, ou elle m'aime pas, ou je sais pas quoi. Elle a pas assez de temps pour moi. Oui, voilà, quelque chose de ce style-là. Et ça serait si. Alors, pour le coup, l'acte de gentillesse. Et donc du coup de souplesse, de flexibilité comportementale, si vous en avez envie bien sûr, parce que sinon c'est pas la peine, c'est pas une injonction que je vous balance là, ça pourrait être éventuellement peut-être un jour de la recontacter, lui dire tu sais, ce jour-là où tu t'es éloigné de moi, en tout cas j'ai eu l'impression que tu t'es éloigné de moi, je ne t'ai pas répondu parce que j'étais affecté par ma maladie et parce que, etc. Et lui donner l'explication, ça peut souvent recréer le lien. Oui, tout à fait. Mais j'ai pris beaucoup de recul. Oui, mais vous avez été très blessé, j'imagine, quand oui. Et c'est ça qui fait que pour l'instant vous êtes encore, vous lui en voulez quand même un petit peu. Et c'est pour ça que vous avez du mal à relancer la communication entre vous. Donc je pense qu'il faut d'abord que vous compreniez que vous avez mal peut-être interprété. Je dis peut-être, je ne vous permettrai pas de vous accuser de quoi que ce soit. Peut-être que vous avez mal interprété ce qui s'est passé. Et comme vous êtes très blessé, c'est très difficile. Tant qu'on n'a pas compris qu'on était peut-être blessé à tort, c'est très compliqué de retourner vers l'autre. Je pense qu'il faut d'abord que vous fassiez un petit peu le point sur ce que vous avez ressenti, sur ce qui s'est passé. Et si ça se trouve, elle aussi, elle est très blessée. Et donc... De pas comprendre, peut-être aussi, de son côté. Oui, certainement aussi. C'est vrai qu'il y a eu une incompréhension et bon, j'ai avancé quand même, je m'en suis sortie, et puis voilà, maintenant tout va bien. Mais du coup, la bonne question à vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de recréer la relation avec elle ou pas? C'est surtout ça la bonne question. Si vous n'avez pas envie, c'est pas très grave et vous faites rien. Mais si quelque part, c'est quelque chose qui
qui vous titille, ça peut être intéressant. Parce que, vous voyez, je lis ce qu'a écrit Franck Martin, parce qu'en fait, là, la question, c'est est-ce que vous pouvez lui pardonner cette rupture amicale ou pas ? Et Franck Martin dit pardonner, c'est cesser de condamner. Exactement. Et ça, c'est peut-être la première démarche à faire. Oui, je pense que je peux pardonner, mais ça ne sera plus pareil. Ah bah ça veut dire que vous ne pardonnez pas vraiment. Oui, et ça peut revenir après. Ça peut revenir après, mais l'idée de pardonner, comme vient de le dire Brigitte en lisant ce petit extrait, c'est déjà effectivement le fait de comprendre que tous les actes que les gens peuvent avoir ne sont pas condamnables. Nous, on les condamne parce qu'on porte un regard critique dessus, mais personne ne fait ce qu'il fait sans y en avoir un bénéfice, et notamment sans avoir le bénéfice de la recherche et de la reconnaissance de l'amour de l'autre. Donc ça veut dire que elle, dans sa manière d'être, d'avoir été avec vous, que vous avez jugé d'une certaine manière, il y a sans doute quelque chose que vous ne connaissez pas, qui appartient à son intimité à elle, et qui l'a éventuellement touché elle quand vous avez eu ce comportement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que si vous lui avez dit de manière un peu sèche, j'ai pas envie de parler, ça peut être très blessant pour elle. Ouais. Vous comprenez ? Oui, je peux comprendre. Je ne dis pas que c'est ça, encore une fois. C'est juste des hypothèses qu'on vous propose. Donc c'est important parce que si vous nous appelez et si vous nous parlez de ça, c'est que quelque part, vous en souffrez encore un peu. Donc ça vaut le coup peut-être de bien réfléchir à tout ce qu'on vous a dit. Vous faites le point, vous laissez décanter. Et contrairement à ce que vous pensez, je ne pense pas que vous lui avez pardonné. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas lui pardonner pour l'instant. Parce que vous n'avez pas eu réparation. On ne peut. Vous savez que c'est comme quand on a été trompé par son partenaire. Tant qu'on n'a pas eu réparation, c'est-à-dire au moins la preuve qu'il nous aime encore et qu'il a envie de continuer. Ou son mea culpa. Ou son mea culpa, oui, on peut pas pardonner. Oui. Vous comprenez ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, je pense que vous êtes quelqu'un de gentil, en effet, et que vous resterez gentil. En tout cas, c'est ce que j'entends dans les mots que vous nous avez donnés. Ah, mais je suis gentille et je ne veux pas changer ma façon d'être. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Et du coup, maintenant, vous savez dire non. Tout à fait. J'ai appris à dire non parce que c'est vrai que souvent on me sollicitait et je disais toujours oui. Et puis quand j'ai eu besoin, j'ai pu voir les personnes qui ont été là. Et voilà. Comme quoi, parfois, être malade, c'est une épreuve, certes sur le moment négative, mais qui ensuite devient une belle leçon de vie. Hein. Tout à fait. Ça fait grandir. On fait le tri des gens autour de soi. Ouais. Comme quoi. Oui, également. Également, oui. Même si sur le moment, évidemment, c'est difficile. Hein, mais après, on se dit, c'était pas mal finalement, ce moment difficile. Merci. Merci beaucoup, Christine, d'avoir commencé cette émission Christine. Avec nous. À bientôt. Au revoir. Et puis, on va être gentils, nous aussi, puisqu'on va vous offrir des cadeaux. Vous savez, ce grand sapin de Noël Sud Radio, eh bien, c'est maintenant que je vous propose de nous appeler pour peut-être repartir avec une montre Ice Watch solaire Power, ou alors peut-être un coffret Sérum Beauté, les duos de Garantia. Enfin bref, il y a énormément de cadeaux, vous le savez, au pied de ce grand sapin de Noël Sud Radio. Et pour ça, il suffit de nous appeler au 0826 300 300. Et ce sera la 10e personne, le 10e appel qui repartira avec un de ces cadeaux. Bonne chance à tous. Et puis on continue bien sûr à vous écouter. Venez nous raconter si vous êtes gentil ou méchant au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Franck Martin et nous évoquons la gentillesse à l'occasion de la sortie de ce livre Gentillesse mes fesses aux éditions Erol. On continue avec Roxane qui longtemps aussi a été très gentille. Et alors ce que je trouve intéressant, c'est que vous aussi vous avez été malade, Roxane. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Franck. Bonjour Roxane. Oui, moi aussi j'ai été malade. Moi je fais une petite interprétation comme ça, si on est trop gentil, je dis bien trop gentil, à un moment donné il y a notre corps qui nous dit ça suffit. C'est exactement ce qu'on m'a dit. Et je pense effectivement que c'est vrai. Moi je pense vraiment parce que je sais pas ce que vous en pensez Franck Martin, mais quand même quand on est gentil on donne de l'énergie aux autres. Bien sûr. Et si on donne toute l'énergie aux autres et pas à soi, à un moment donné le corps lâche. Et surtout c'est mal dirigé, bien sûr. La première des choses c'est de diriger sur soi. C'est pour ça que souvent quand on dit ne cessez jamais d'être gentil, ça commence d'abord
par vous-même. Le soyez vrai, c'est vous-même. Et ça nécessite effectivement que vous vous écoutiez, que vous vous entendiez, et surtout que vous compreniez que vous avez le droit, c'est un droit, de décevoir éventuellement les gens qui sont autour de vous. Vous comprenez ? Oui, mais moi, j'estime pas avoir le droit, justement, de décevoir autour de moi. C'est bien le problème. Et c'est une vraie difficulté. Il faut comprendre pourquoi, d'où ça vient cette croyance que vous ne pouvez pas décevoir les gens. Parce que quelque part, ne pas vouloir les décevoir, c'est parce que vous recherchez quelque chose derrière ça. Certainement, j'ai toujours pas trouvé. Non. Mais effectivement, le jour où j'ai appris que j'étais malade, j'ai pas compris pourquoi moi. Ça, c'est vraiment c'était pas gentil, franchement. Oui, voilà, déjà. Et la deuxième chose, j'ai eu énormément de difficultés à l'annoncer autour de moi. Que ce soit ma fille, mes parents, ma sœur, enfin, tout autour de moi, je n'arrivais pas à le dire. Alors moi, ce qui me vient comme ça, donc je vous le dis tel quel, Roxane, c'est que vous pensez qu'il faut tout le temps être forte, tout le temps en tenir, et dire aux autres qu'on est malade, c'est montrer sa vulnérabilité. C'est exactement ça, en fait. Et alors moi, j'ai aussi autre chose qui me vient, c'est que souvent, en étant malade inconsciemment, on a l'impression inconsciemment, là aussi toujours, que ça peut attirer la bienveillance des autres. Aussi. Oui, c'est ce qui s'est passé avec mes amis, que j'en ai perdu quand même 3 en 5 ans, 5 ans de maladie. Et quand on m'avait prévenu que ça risquait d'arriver, que je pouvais perdre des amis parce que le fait d'être malade, ça peut être usant ou bon, je ne sais. Et j'ai quand même ri au nez des médecins en disant non, c'est pas possible. Ces amis-là sont tellement proches que c'est pas possible. Et en fait, c'est les plus proches que j'ai perdus. Mais Roxane, on peut être aimable sans être malade. Oui, aussi, bien sûr. Mais malade ou pas malade, j'ai toujours été quelqu'un de très 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 gentil. Mais on a toujours profité de moi. Mais oui, c'est normal. Arrivé à l'âge adulte et avec les événements comme la maladie, c'est moi qui ai décidé de mettre un terme. En tout cas, sur les 3 amis que j'ai perdus, c'est sur au moins 2, c'est moi qui ai mis un terme à notre amitié. J'ai pris mon téléphone et j'ai dit c'est terminé. Parce que du coup, c'était pas réciproque. L'amitié n'était pas réciproque. Alors si, parce que c'est pas des amis de quelques années, c'est des amis de 10, 15, voire 20 ans. D'accord. Mais je n'avais plus la compassion, je n'avais plus une certaine empathie. Je sentais plus la même chose en retour de ce que je donnais moi, en fait. Il y avait la déception, ouais. Oui, et puis après, il y a eu de la déception pour certaines choses, et puis des jugements... après être malade, évidemment, on change. J'ai changé, mais je pense un peu plus à moi, voilà, c'est ça. C'est vrai, moi je parle souvent de cette notion de réciprocité dans la gentillesse. Je dis souvent que la gentillesse doit être gratuite, mais en fait, dans la réalité, quand on observe un peu les choses, elle est jamais vraiment totalement gratuite. Puisque quand on est gentil, quand on est gentil au sens, quand on était tout petit, avec nos grands-parents ou nos parents, la première des choses qu'effectivement qui nous obsède, c'est de recueillir cet amour de l'autre. Et donc du coup, même quand inconsciemment on n'a pas l'impression, c'est jamais totalement gratuit. Donc ça aussi c'est important de comprendre ça et de comprendre que se respecter et être gentil avec soi-même, je le redis, j'ai peut-être l'impression d'insister là-dessus, c'est d'être gentil avec soi-même au sens s'autoriser à décevoir. Oui, mais ça veut dire aussi, Franck, et je pense que ça correspond complètement au témoignage de Roxane, ça veut dire aussi que peut-être, Roxane, vous n'êtes pas encore suffisamment consciente que vous êtes quelqu'un d'aimable et vous avez besoin de prendre conscience de ça pour être gentil à bon escient, si je puis dire. Oui, moi je comprends, et le problème c'est que je ne sais pas quoi faire pour être pas différente, mais pour changer un peu tout ça, quoi. Ben ça va venir de l'intérieur de vous et non pas de l'extérieur, parce que finalement, et ça c'est normal, quand on est enfant, on grandit, on s'identifie avec l'extérieur, c'est-à-dire avec les gens qui nous entourent. Et puis à un moment donné, il arrive un moment, moi je dirais que c'est à partir de la trentaine, on doit commencer à se construire par l'intérieur de soi, parce que sinon on est toujours en attente de reconnaissance, d'amour, de respect, de signes, de gestes. Et non, à partir de l'âge de 30 ans, je considère qu'on est suffisamment normalement adulte pour
arriver à interpréter ce que on ressent par rapport à ce que nous disent les autres. Et je pense que vous avez besoin encore que les gens vous apprécient, vous trouvent aimable pour vous sentir aimable. Oui. Et c'est ça qui c'est vraiment vrai, oui. Oui, et c'est ça qui fait que forcément vous allez avoir tendance à être gentil dans le mauvais sens du terme, si je puis dire. Et c'est important que vous redonniez au sens aimable le vrai sens du terme. Aimable, c'est pas c'est quelqu'un d'aimable. Vous savez, ça c'est le truc habituel. Non, aimable, c'est quelqu'un qui est digne d'amour. Oui. Vous voyez, c'est ça. Oui. Mais Roxane, vous êtes juste digne d'amour, quoi. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Oui, mais justement, c'est bien le problème, c'est que je suis peut-être digne d'amour, mais on profite encore. Oui. Je pense que c'est moi qui laisse les gens profiter de moi. Bien sûr. Parce que vous n'êtes pas digne d'amour, vous avez soif d'amour. Vous voyez la différence? Ah oui. Parce vous avez en vous un puissant fond qui a besoin d'être rempli. Non, apprenez, comme je dis souvent, apprenez chaque jour à vous accorder un petit plaisir et à vous dire quelque chose de gentil pour vous. Pour que ça parte pas. Mais j'ai beaucoup de mal. Non, mais c'est pas. Bien sûr que vous avez beaucoup de mal, mais raison de plus pour le faire tous les jours. Ce soir, avant de vous endormir, vous allez regarder ce que vous avez fait de gentil, de fort, notamment nous appeler et vous ouvrir et ouvrir votre cœur avec une sincérité que j'apprécie. Ça, c'est ce que vous avez fait de formidable aujourd'hui. Et ensuite, vous accorderez d'ici ce soir un petit plaisir. Et puis ça peut être des petites choses, les petits plaisirs. Tous les jours, je vous oblige à faire ça, Roxane. Et vous verrez que ça va être très très compliqué demain, ça sera encore très compliqué pendant quelques jours, et puis à un moment donné, ça deviendra une sorte de chose naturelle à faire, et le puits sans fond, il va se fermer. Ah ouais, je vais essayer alors. C'est simple. Non, il faut pas essayer, il faut y arriver. Oui, il faut y arriver, c'est ça, exactement. Bon. Oui. Vous êtes d'accord, Franck? Moi, je suis complètement d'accord. C'est l'ordonnance qu'on peut donner à Roxane pour Et puis, commencer par des toutes petites choses. Ça peut être vraiment des petites choses. C'est, tiens, ce soir, qu'est-ce que je m'autorise de tout petit que je m'autorise pas habituellement? Je sais pas, ça peut être se coucher plus tôt, ça peut être boire un petit verre d'un truc sympa. Je sais pas, un petit truc qui vous fasse plaisir à vous. Oui. Un sourire, super. Oui, ça me fait du bien toujours de vous parler, comme d'habitude. Donc c'est vrai que c'est court, mais ça fait tellement de bien que oui, je rappellerai encore et encore. Oui, mais il faut faire ce que je vous dis de faire. C'est vraiment important. Il n'y a que comme ça. À chaque fois que j'ai un conseil, oui, je m'y attarde et j'y réfléchis à 2 fois, oui. Mais faites-le. Oui. Ne réfléchissez pas, faites-le. Promis? Je vais moins réfléchir à le faire. C'est promis? Ah oui. Promis juré, on crache par terre. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup de votre aide. Merci, au revoir, Roxane. Merci, Roxane. Jason, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Franck. Bonjour Jason. Alors, quelle note vous donneriez sur votre gentillesse, sur 10? Je dirais 9,99. Oh, ça je vous crois pas, Jason. Je vous crois pas. Alors, je dirais que ça a été le cas pendant très 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 longtemps. Vous aussi, c'est pour ça que je me retrouve énormément gentil. dans le témoignage juste avant. Ouais. Mais là, j'ai appris à penser un peu plus à moi-même. Donc maintenant, je suis un peu moins gentil avec les autres. Bon, mais avant, oui, j'étais trop gentil, comme on dit, trop bon, trop con. Mais c'est pour ça que je ne croyais pas à votre note de 9,99 parce que vous avez la voix d'un gentil et d'un trop gentil presque. Donc je pense que... Alors c'était vraiment le cas pendant très 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 longtemps. Et je me suis fait littéralement bouffer. Jusqu'au jour où j'ai commencé à penser à moi-même. C'est très récent. C'est marrant, Jason, ce que vous dites, ça me fait penser à un truc qui est incroyable, c'est que il y a 2 types d'amour entre guillemets. Enfin, il y en a beaucoup plus, mais dans ce à quoi je pense, c'est il y a l'amour que l'on reçoit, qui n'est pas du tout le même que l'amour que l'on donne. Et il y a une vraie différence. Et donc, on a tous l'impression de donner de l'amour, mais ce qui est incroyable, c'est que quand vous interrogez les gens ont tous l'impression de ne pas le recevoir de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'accepte pas. Oui, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on l'accepte pas, mais on a tous cette impression du don d'amour. Moi, il n'y a pas une seule personne autour de moi, quand on en parle, j'aime bien parler de ces bouquins justement de la gentillesse, qui me dit mais moi je suis un vrai gentil. Tout le monde me dit ça. Et comment se ferait-il que tout le monde est un vrai gentil alors qu'on a tous l'impression de ne pas le recevoir, cet amour? C'est un truc de dingue.
C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est totalement vrai. Ah oui, mais vous avez totalement raison. Voilà, et donc c'est une vraie grosse différence. Vous voyez, il est très gentil, Jason, puisqu'il vous dit vous avez complètement raison, il n'ose pas vous contredire, c'est un vrai gentil. Donc c'est vrai. C'est vrai. Bon, deuxième question, vous préférez regarder un film pornographique ou un film érotique? Ah, un film érotique. Oui. Sans hésiter. Sans hésiter, bah dites donc. Ouais. Vous êtes vraiment un drôle de mec, hein, Jason. Je trouve ça plus romantique. Ah bah ça c'est sûr. Ça n'a pas de mal à être plus romantique, remarquez. Et dernière question. À quel animal sexuel aimeriez-vous ressembler? Ah, un phénix. Un phénix. Si ça peut exister. Ah, un phénix. Alors là, je fantasme. J'imagine le phénix. C'est quoi comme sexe, un phénix? Ah bah ça... Bon, écoutez, hein, on va redevenir sérieux. Vous pouvez poser une question à Franck Martin, il vous écoute. Alors moi je dirais, est-ce que durant votre vie, quand vous avez pu avoir vos compagnes, est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre belle-mère était un peu trop gentille avec vous? Que ma belle-mère était un peu trop gentille avec moi? Voilà. Jamais. Avec des attentions un peu lourdes, pas très bonnes. Non, ça m'est jamais arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé d'avoir une belle-mère qui soit trop gentille avec moi, au sens même très trop gentille. Non, ça m'est jamais arrivé. Pourquoi cette question? C'est drôle d'ailleurs, tiens. C'est une expérience que vous avez, vous, non? En fait, voilà, je sais pas, c'est ce qui m'a... J'ai été inspiré avec ça. C'est souvent, en fait, on essaye d'être toujours très gentil avec les beaux-parents, pour se faire bien voir de la famille. Oui, pour plaire, et bien je sûr. me suis dit, pourquoi pas? Ah oui. Mais la réciproque n'est pas toujours vraie. Ouais, c'est pas simple parce que en général les belles-mères, elles ont tellement l'impression qu'on leur enlève leur petit enfant qu'elles ont plutôt une tendance en général à être très exigeantes. Hein. Oui. Enfin, en règle générale, c'est plutôt la belle-mère de l'homme qui n'est pas sympa avec la femme de cet homme. C'est plutôt comme ça que ça se passe. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les marâtres. Merci Jason, en tout cas, merci à vous. On continue avec notre gagnante avec qui on va être très très gentil. Bonjour Mylène. Bonjour Brigitte, bonjour Franck. Bonjour Mylène. Bon, alors est-ce que vous avez été suffisamment gentil pour mériter ce grand cadeau du sapin de Noël de Sud Radio? Oui, je pense, oui. Je suis dans la catégorie des trop gentils. Prouvez-le. Donc, pour prouver que vous êtes une vraie gentille, il va falloir offrir le cadeau à quelqu'un d'autre, Mylène. Oui, ça c'est pas un problème. Non, je vous fais marcher. Moi, je suis pas gentille. Hein. Franchement, je suis pas gentille. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez gagné? Voyons voir. Waouh, alors là, je suis pas sûre que vous aurez envie de le donner à quelqu'un d'autre, hein, Mylène, parce que vous avez gagné une sublime enceinte design et connectée portable Minoté de la marque française Lexon, et vous pourrez l'emmener partout cette enceinte. Hein, génial. Alors ici, la musique, il y en a beaucoup, donc ça tombe super bien. Ouais. Bon, franchement, je suis ravie. Vous allez la garder, hein, avouez. Oui, mais la musique, ça se partage, donc c'est parfait. Bravo. C'est parfait, vous avez la bonne répartie, c'est parfait. Vous allez être gentil, mais quand même d'abord gentil avec vous-même. C'est exactement ce qu'il faut faire, Mylène. Oui. Et nous, on continue à être gentils sur Sud Radio tous les jours, toutes les émissions. Vous pouvez gagner des superbes cadeaux. Donc restez bien à l'écoute sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur nos réseaux sociaux, sur sudradio.fr, et le grand sapin de Noël Sud Radio vous offrira peut-être un merveilleux cadeau. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Franck Martin est avec nous, Gentillesse, Mes fesses, aux éditions Erol, ça vient de sortir. Alors maintenant, je commence à comprendre le sous-titre Mes fesses, parce qu'en effet, on n'a que des gens très très gentils qui appellent, mais alors si tout le monde était très très gentil, le monde irait tellement mieux. Donc ça montre bien que tout le monde n'est pas très très gentil, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Mais en tout cas, on va écouter Marie maintenant. Bonjour Marie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Franck. Bonjour Marie. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors moi je suis une gentille aussi, et issue de parents gentils, voire trop gentils. Et la difficulté pour moi, c'est de trouver le juste équilibre.
Donc là, je travaille justement pour ne pas être trop gentille et sombrer dans le trop bon, trop con qui m'a valu. Enfin, ça a déjà été le cas. Ça m'a valu bien des tours puisque j'ai fait un burn-out au travail après 2 ans avec une collègue un petit peu dominatrice, dominante et perverse narcissique. Donc là, je travaille sur moi, mais c'est vrai que vis-à-vis de mes proches et de mes parents qui sont aussi partagés entre un sentiment d'infériorité, un manque de confiance en eux, c'est vrai que le trop gentil est trop présent chez eux. Et donc, bon, j'essaie de les aiguiller, j'essaie de les aider. Je travaille aussi, enfin, j'ai encore le syndrome du sauveur qui me poursuit vis-à-vis d'eux. On essaie de les protéger, etc. Et du coup, j'essaie de trouver le juste équilibre pour moi et pour eux. Et quand vous dites vous essayez de trouver le juste équilibre, j'entends que c'est difficile. Oui, c'est difficile parce que, par exemple, bon, là, je suis inquiète pour un problème de santé d'un proche de mon père. Et par exemple, eux, comment dirais-je, sont trop gentils. On leur dit de faire quelque chose, de prendre des médicaments, même s'il y a des effets secondaires, ils prennent. Enfin, il faut pas trop poser de questions, il faut pas trop aller contre ce qu'on nous dit, il faut faire confiance. Moi, ce que j'entends dans ce que vous me dites là actuellement, en parlant de votre père, c'est qu'en fait, ça vous agace un peu de voir comment vos parents sont finalement trop soumis. Se font avoir. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre. Voyez, parce que finalement, vous restez dans un modèle qui vous a été inculqué parce que c'est le modèle de votre enfance, de votre éducation. Et donc c'est compliqué pour vous de quitter ce modèle-là. Donc là, c'est un problème de lien de loyauté. Mais donc vous devez être particulièrement déchiré. Ça doit tirailler en vous parce que je pense que vous êtes consciente qu'il faut vous éloigner de ce modèle et en même temps vous n'y arrivez pas. C'est ce qui sans doute a même provoqué le burn-out. D'ailleurs. Sans doute. Oui, sans doute, tout à fait. C'est vrai que je suis enfant soumis, j'ai un profil d'enfant soumis adapté, mes parents c'est la même chose, on nous apprend à écouter, à faire confiance, à obéir, voilà, tout à fait, à ne pas faire de bruit, à obéir et à suivre tout ce qu'on nous dit. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été intimement persuadée que on peut pas non plus écouter tout et n'importe quoi, il faut aussi être en accord avec soi-même. Donc j'essaie de travailler sur moi. Il y a une révolte en vous qui pour l'instant n'a pas encore su comment s'organiser. Il est où l'enfant rebelle là du coup? Voilà, Marie, justement. Oui, j'ai mon petit enfant rebelle, exactement, qui me demande qu'à s'exprimer. Qu'est-ce que vous risquez? Et là je suis partagée. En fait, je risque je sème la zizanie parce que j'ai conseillé à mon père justement de ne pas prendre certains médicaments. Donc là ça le perturbe parce que je suis pas médecin et c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai toujours c'est compliqué pour moi de voir qu'on ne me fait pas confiance. J'ai aussi le besoin d'appartenance et le besoin de voir qu'on me fait confiance, besoin de reconnaissance. Est-ce que vous faites confiance justement dans votre sentiment que justement il faut... Oui, moi je travaille là-dessus, je travaille sur la confiance en moi. Peut-être que je le fais pas suffisamment vu qu'on ne me fait pas confiance. Non, Marie, si vous êtes en train d'essayer, si vous êtes sur le chemin, vous êtes sur le chemin. Après, il faudra le temps qu'il faut pour arriver à ce qu'il y ait quelque chose qui change. Mais si vous êtes sur le chemin, vous êtes sur le chemin. Ne vous culpabilisez pas de pas encore avoir réussi ce que vous aimeriez, voyez. Et soyez plus indulgente avec vous-même. Je pense ça commence par là. Soyez plus gentil, plus gentil avec vous-même. Oui, j'essaie d'être bienveillante avec les autres, avec moi-même aussi, mais je suis hyper sensible. C'est vrai que c'est compliqué. Je suis un petit peu révoltée, de voir certaines choses. Et c'est vrai que là, je suis très inquiète aussi et que je dois travailler aussi sur mes peurs. Et je vous avoue que là, c'est et puis, quand vous parliez du sentiment d'infériorité de vos parents, c'est aussi leur propre histoire qui n'est pas forcément la vôtre.
Je sais, mais là aussi, il faut apprendre à... Enfin, quand je dis il faut apprendre, c'est toujours simple, les mots. Hein, mais c'est déjà d'avoir conscience que l'histoire de vos parents n'est pas la vôtre. Même s'il y a du transgénérationnel, forcément. Voilà. Moi, je parle beaucoup dans mes histoires, et dans ce dernier livre, entre autres, de mes histoires familiales et du transgénérationnel. Et moi, j'ai été chargé... Comme vous avez sans doute été, hein, à vous entendre, c'est évident, de tas de choses qui ne vous appartiennent pas. Et donc, la première des choses que vous pourriez éventuellement faire, non pas en travaillant, parce que travailler c'est quand même pénible, mais simplement en étudiant un peu ce que vous faites, simplement en étant curieuse de votre manière d'être, de voir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Sachant que la difficulté, c'est quand on est môme, on prend pour argent comptant et pour vérité expérimentale tout ce que les adultes vous disent. Pas ce que vous faites, c'est ce qu'ils vous disent. Voilà, donc ce qu'ils vous ont dit éventuellement et ce que vous avez observé, c'est pas vous, c'est pas forcément vous. Donc la première des choses que vous pourriez faire en étant gentil avec vous-même, ça serait peut-être précisément de faire le tri. Et puis peut-être, Marie, un petit conseil très pratique qui va vous aider par rapport à ce que vous racontez. Vous avez donné l'information à votre père. Cette information qui vous semble juste et qui est en rébellion avec sa façon d'être. Hein. Vous lui avez donné l'information. Maintenant, vous ne pouvez rien faire d'autre, c'est à lui de décider. Et vouloir absolument qu'il accepte votre information et qu'il agisse en fonction de cette information-là, c'est vouloir avoir le pouvoir sur lui. Et si vous avez besoin d'avoir le pouvoir sur lui, c'est que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous-même. On ne peut pas changer les autres, malgré eux. Disons que en fait c'est surtout une façon pour moi d'essayer de le protéger, mais effectivement je me rends compte que finalement c'est égoïste parce que j'ai aussi peur pour moi. Ça vous renvoie à vous. Voyez bien, donc il faut travailler sur vous-même. Vous avez donné l'information. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous insistez trop, c'est quelque part votre peur, sans doute de le perdre, et on peut le comprendre, qui n'a pas peur de perdre son père, elle vous aveugle. Et du coup, ça donne une relation qui n'est pas bonne entre vous deux. C'est ça. Vous comprenez ? En plus, je lui mets le stress, je mets le stress à mes parents. Bien sûr. Et du coup, ça empire encore plus la situation. Mais forcément. Donc, vous avez donné l'information. Vous savez, moi tous les jours, j'ai à l'antenne des gens à qui je donne une information que je pense être juste, sinon je ne la donnerai pas. Et puis j'entends bien que de toute façon, ça n'est pas rentré dans les oreilles de l'autre. Mais c'est pas grave, j'ai fait ma part. Vous comprenez ? Et si on insiste trop, surtout si c'est avec quelqu'un qu'on aime, ça parle de nous. Ça parle pas de l'autre. Ça part de mes peurs de perdre mes parents. Je suis très attachée à eux. J'ai pas eu d'enfants. Et du coup, je sais que c'est ma propre peur en fait que je leur transmets finalement. Mais en essayant de m'occuper de leur santé, c'est aussi finalement essayer de m'occuper aussi de la mienne, puisque on est liés. Pour moi, elles sont liées. Mais c'est vrai que c'est égoïste finalement, parce que c'est à chacun de prendre sa propre décision pour soi-même, et c'est pas non plus très sain de diffuser aux autres ses propres peurs et ses angoisses. Ouais, et puis en même temps, soyez gentil avec vous-même, vous jugez pas trop égoïste ou pas. Je veux dire, vous faites du mieux que vous pouvez. Hein. Bien sûr. Mais en revanche, il faut aussi accepter la réalité de la vie, et perdre ses parents fait partie de la réalité de la vie. Donc il faut commencer à vous préparer aussi et à voir comment vous pourrez vous organiser dans votre vie quand ils ne seront plus là. Ça peut être aussi un travail qui va vous éloigner un petit peu de votre peur, parce que là vous allez pouvoir en faire quelque chose de votre peur. J'ai beaucoup de travail, pour ça. Mais c'est formidable. Et ça peut pas être autrement que émotionnellement fort. Hein, je vous entends là. J'entends qu'il y a des petites larmes qui coulent. Oui, c'est très fort, sûr, parce que depuis ma plus tendre enfance, je me disais que j'aurais vraiment presque, plus de sens de la vie après, une fois que mes parents seront plus là, depuis très jeune, je me disais finalement, et puis ce sont mes deux piliers en fait, mes parents. Mais Marie, vous êtes débordante d'amour, et cet amour, vous arriverez à le distribuer ailleurs. Soyez sans crainte. Vous faites déjà de toute façon du mieux que vous pouvez, et ça c'est génial. Voilà, point. Et après, vous continuerez déjà de le faire avec vous et puis avec d'autres. On vous embrasse, Marie, bon courage.
Merci beaucoup, merci à vous deux. Je vous en prie. Au revoir. Je vous en prie. Une petite devinette, et puis ensuite on continuera à évoquer la gentillesse. On voit, hein, vous avez raison, la gentillesse, ça cache tellement d'émotions, tellement d'amour aussi, évidemment. Alors ma devinette, elle est, bon, je suis pas sûre qu'elle soit très drôle, mais bon, je vous la donne comme ça. Pourquoi parfois certains hommes ne voient plus bien ? Vous pouvez réfléchir et me donner la réponse après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Franck Martin et on pourrait croire que parce qu'on parle de gentillesse, on est loin de cette émission qui parle d'amour, et en fait non, on se rend compte au fil des témoignages, Franck Martin, que la gentillesse c'est, vous l'avez dit, hein, le premier bras de l'amour, ou je ne sais plus. C'est le bras armé de l'amour. Le bras armé, oui, non mais le mot armé. C'est l'amour en action. Le mot armé n'est. C'est l'amour en action. C'est mieux, hein, voilà. Parce que le bras armé, ça pourrait mal être. C'est l'armée pas terrible. En tout cas, ça s'appelle Gentillesse mes fesses, c'est aux éditions Erol, et on apprend vraiment dans ce livre très grand public, hein, je le précise, on apprend comment il faut comprendre la gentillesse et non pas croire que c'est une faiblesse. C'est une force, vous le dites, vous l'écrivez, c'est un pouvoir de construction. Ouais. Alors on a Karen qui va prendre la parole dans un instant, mais je voudrais d'abord la réponse à ma devinette. Bon, je suis pas sûre qu'elle soit terrible cette devinette, hein. Pourquoi parfois certains hommes ne voient plus bien ? Je ne sais pas, moi, personnellement. Parce qu'il y a trop de poils pubiens. Je vous l'avais prévenu, hein, elle est peut-être pas terrible. Oui, il y a des jours, hein, je suis moins en forme que d'autres. Hein. Bonjour Karen. Bonjour Brigitte, bonjour Franck. Bonjour Karen. Je suis d'accord avec ce que disait Roxane tout à l'heure et Marie là dernièrement. Ouais. Dans le témoignage de Roxane, je me retrouvais vraiment avec effectivement. J'ai été très 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 gentille et trop gentille. Comme beaucoup, ça m'a joué des tours, tant dans la vie personnelle que professionnelle, parce que je pense que quand on est gentil, on l'est un peu partout. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qui rentre en ligne de compte, comme le disait Marie, c'est l'éducation. Et il y a aussi comment je veux dire, ce qu'on peut inculquer à travers les religions. Moi, je sais qu'il fallait aimer son prochain, pas faire de mal, mais c'était à la fois dans le sens être une gentille petite fille, mais aussi il y avait ce côté religieux au-dessus de nous qui nous était inculqué en fait. Et ça, que si on le prend au pied de la lettre et que en fait ça nous joue des tours tout simplement. Et moi j'ai été trop gentille trop longtemps et le problème c'est que j'ai du mal à alors il y avait ce côté gentil pour être aimé. Donc avec la notion de aimable dont vous parliez tout à l'heure, je pensais que justement, reboucler avec être une gentille petite fille, pas trop sortir du cadre, d'abord il faut rappeler que la phrase c'est aime ton prochain comme toi-même. Oui. Et donc ça veut bien dire qu'il faut d'abord s'aimer soi-même, et ensuite il faut pas être gentil pour être aimé. C'est peut-être ce qu'on comprend pas depuis tout à l'heure, parce que c'est parce qu'on est aimable et qu'on aime son prochain qu'on est gentil. Et on inverse, je trouve qu'on inverse peut-être un petit peu, enfin, il me semble, hein, Franck. Et on a Martin. cette obsession, justement. Depuis toujours, on a c'est même pas une obsession, c'est une nécessité de survie. Quand on arrive au monde, je sais pas globalement où on était avant, mais on était sans doute dans un endroit où on était bien. Dans le ventre de maman, c'était de l'amour inconditionnel, c'était zéro frustration, c'était 37,2 génial. Alors on est un petit peu serré sur la fin. Et on arrive dans un monde, on débarque dans un monde physique. C'est violent, hein, la naissance violent, pour un bébé. On est les rois d'adaptation, entre nous soit dit. Hein. On passe d'un milieu aqueux à un milieu aérien incroyablement. Et là, tout d'un coup, on nous enfourre dans le nez d'un petit aspirateur pour nous aspirer les glaires de la gorge pour pas qu'on s'étouffe. On nous pique le doigt pour avoir le résus. Enfin, c'est un truc de dingue. Et donc, immédiatement, les premières secondes de la vie, c'est de l'adaptation. Et donc, on passe notre temps à construire quelque chose qu'on appelle l'ego et qui est très utile à nous adapter et notamment à survivre dans ce monde qui est en profond manque d'amour par rapport à ce que l'on vivait auparavant. Donc, c'est normal qu'on ait tout ça. Et en plus de ça, effectivement, on a des religions, pas une, mais des religions. On parlait de la religion catholique, pourquoi pas, mais les autres sont pareils, et qui nous culpabilisent. Et quand je dis qu'elles nous culpabilisent, elles nous amènent
effectivement à penser et à croire que nous devons tous devenir des saints et des saintes. Mais là aussi, on parlait tout à l'heure des injonctions familiales et du transgénérationnel. C'est juste terrible de pouvoir s'en débarrasser. C'est très difficile. Et personne ne le fait par méchanceté. Aucun adulte autour de nous n'est méchant en nous disant ça. Et d'ailleurs, je le dis souvent, on compare gentillesse et méchanceté, mais le méchant à nos yeux et le gentil aux yeux des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, oui, enfin, il y a quand même quelques pervers. Je ne suis pas sûr qu'Hitler était un vrai gentil. Mais sans doute pas. Mais quand on parle d'Hitler, moi, j'ai eu cette curiosité d'aller essayer de lire des traductions de son combat, de Mein Kampf. Et quand vous lisez le truc, vous apercevez deux choses incroyables. C'est que ce type-là qui a attaqué le monde, et je suis pas en train de faire du prosélytisme pour lui, hein, on l'imagine pas, surtout pas, se défendait en attaquant le monde. Il se défendait de deux choses essentielles. Il se défendait du traité de Versailles. Je ne sais pas si vous vous rappelez de votre d'histoire, bien sûr. De cette injustice mondiale par rapport à l'Allemagne, mine de rien. Et puis il se défendait d'un truc qui était sa parano dingue, hein, du monde des Juifs qui, soi-disant, voulait détruire l'Allemagne. Donc on est dans un truc complètement fou où malgré tout, malgré l'horreur et les millions de morts causés par ce type-là et par sa politique et sa vision des choses, lui-même était à un moment, rappelez-vous de ça, aimé et adulé par un grand nombre, une grande majorité d'Allemands. Donc je suis pas en train de dire ce mec est génial, hein, on est bien d'accord. Je suis juste en train de dire que de la même manière qu'on regarde aujourd'hui l'Ukraine et la Russie, de la même manière qu'on regarde Israël et la Palestine, et tout autre type de contexte dans lequel on se pose en juge, on considère l'autre comme un méchant, mais celui que l'on considère comme méchant, lui-même se considère comme un gentil. Il faut toujours l'avoir à l'esprit. C'est pour ça que je dis que la première des choses, c'est de voir comment on peut cesser de condamner l'autre, et entre autres, Karen, de vous condamner vous-même lorsque vous n'êtes pas gentil comme vous aimeriez ou comme on vous demanderait de l'être. Vous pigez ? Ouais, je comprends tout à fait, mais c'est vrai que comme c'est compliqué, et notamment quand on a été comme ça pendant des dizaines d'années, comme moi je fonctionne assez en on-off, j'ai tendance à basculer. Et de temps en temps, quand il y a vraiment un vrai ras-le-bol, où je me rends compte que je me suis encore fait marcher sur les pieds, etc. Mais du coup, je passe dans l'autre, dans un monde parallèle, où là, c'est je suis beaucoup moins aimable, mais là j'en suis consciente. Et je suis surtout beaucoup moins gentille parce que d'un seul coup, et puis il y a mon côté hypersensible, et du coup d'un seul coup j'ai un vrai besoin de me protéger. Et quand je suis en situation de devoir me protéger, là je suis moins gentille. Et alors, c'est grave ou pas, docteur? J'arrive à me dire maintenant, non, je me suis protégée. Voilà, donc est-ce que c'est bien pour vous ou pas? Oui. Bon, on continue. Oui, continuez et puis analysez peut-être un peu mieux qu'est-ce qui vous a mis en rogne et qu'est-ce qui vous a fait prendre cette position de défense légèrement agressive. En règle générale, c'est quand on ne me respecte pas. Et ben voilà. Quand on me respecte pas, c'est même pas quand on est méchant avec moi. Le fait d'être méchant, des fois, j'arrive à le faire passer. Non, mais c'est formidable, c'est formidable ce que vous dites, Karen. Bravo. C'est depuis peu. Hein. Oui, mais enfin, vous allez pouvoir accepter de ne pas supporter, de ne pas être respecté. Et donc, vous allez enfin vous respecter. Oui. Parce que vous verrez, et ça je peux vous le dire, j'ai un petit peu de bouteille, comme on dit, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui ne me respecte pas. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que du jour où vous ne laisserez personne ne pas vous respecter, il n'y aura plus personne qui osera ne pas vous respecter. Oui, parce que intérieurement, vous dégagerez une force et une énergie et on s'y attaquera pas. Hein. Mais en fait, on en revient toujours à la même chose, c'est arriver à se faire passer soi-même en premier. Oui. Alors, et surtout, ce qui est important, Karen, quand vous êtes dans cette attitude où tout d'un coup, vous avez l'impression de ne plus être gentil parce qu'on vous a pas respecté, prenez ça comme quelque chose de positif et ne vous sentez pas coupable. Franck vient de le dire à l'instant. Il y a aucune, il faut qu'il y ait aucune notion de culpabilité ou de honte. C'est bien, c'est bon signe. Ah, mais c'est vrai que honnêtement c'est difficile. J'entends. Et à la fois c'est difficile de passer à l'acte et de se dire là non stop, je vais arrêter d'être gentille et comme ça a été dit tout à l'heure, je vais arrêter d'être conne et passer à l'acte et se dire là stop et dire que là non.
comme tout à l'heure, je crois que c'était Roxane qui le disait, j'ai appelé mes amis en disant vous êtes plus mes amis parce que je suis plus d'accord. Je suis plus d'accord, il n'y a plus de réciprocité, ça me va plus. Donc c'est un peu ce côté-là et c'est encore plus difficile. Mais c'est se soulager aussi soi-même et se considérer aussi soi-même. Oui. Et j'avais une question à vous poser tout à l'heure. Vous disiez je suis trop gentille. Moi j'avais envie de vous demander, mais trop par rapport à quoi? Oui. Trop par rapport à quoi? Hein, oui, c'est sûr. Ouais, non, mais voilà, sûr, là, on se fait une espèce de belle généralisation. Vous savez, je suis un adepte du alors, passez-moi le mot, du God. Mais pas dans cette émission, vous savez à quoi on pense. Du God, comme G comme généralisation, O comme omission et D comme distorsion. Ça fait partie des choses de notre petit vélo dans nos têtes qui nous culpabilisent. Et entre autres, quand on dit trop, je suis trop gentille, c'est une belle omission. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la fin de la phrase. Et si vous vous attachez à avoir la fin de la phrase et vous dites, tiens, trop, mais par rapport à quoi? À des choses qui vous appartiennent à vous, vous avez vécu vous avez expérimenté vous, à vos règles à vous, ou à celles de vos parents, à celles de la chrétienté ou de toute autre religion, par rapport à quoi? Vous voyez, Karen? Ouais. Voilà, et ça c'est une question intéressante. Trop par rapport à quoi? Par rapport à ce que je peux endurer, ça c'est autre chose. Vous pigez? Ouais, ça vous parle? Oui. Bon, génial. Oui. Par rapport mais on en revient au respect de soi. Et par rapport à ce que je suis en capacité de supporter. Et je suis entièrement d'accord avec vous dans le sens où... Je vais vous donner une autre piste, Karen. Quand vous avez une émotion qui monte chez vous, un sentiment comme ça, fort, qui est en général quelque chose que l'on refuse, parce que notre premier réflexe, c'est de chercher à son sentiment une cause extérieure à soi. Mais les sentiments ne sont jamais causés par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur. Vos sentiments vous appartiennent. Donc la première des choses intéressantes à faire aussi, c'est quand vous avez ce sentiment d'irrespect, où vous vous sentez à un moment touché et non respecté, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe là? L'autre, il n'est pas forcément en train d'être irrespectueux, même s'il peut avoir des comportements irrespectueux. Mais vous êtes d'accord avec moi, si que par exemple, passez-moi le mot, quelqu'un vous traite de connasse ou de connard, de qui ça dépend de se sentir insulté? Est-ce que ça dépend de l'insulte ou de vous-même? Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de soi-même. Donc quand on a quelqu'un qui a un comportement, alors il peut y avoir un comportement physiquement irrespectueux, ça c'est autre chose, mais quand c'est quelque chose qui est verbalement irrespectueux, la question c'est que si ça vous touche, la première des choses est qu'il y a un sentiment et une émotion qui montent chez vous, posez-vous la question, ça me touche en quoi? Par rapport à quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Et à quoi ça me renvoie? Exactement. À quoi ça me renvoie? Voilà, et ça, c'est ça le travail de dépouillement personnel dont on parle. J'aime pas le mot développement personnel. Le dépouillement personnel, c'est bien plus chouette. Dépouillez-vous des choses qui vous embêtent et qui sont pas à vous. Karen. Ouais, je comprends. Et c'est la phrase qu'on comprend pas dans l'Église catholique. Quand quelqu'un nous donne une gifle, il faut la redonner. Ça veut dire ça, c'est tout. Ça veut pas dire qu'il faut prendre des coups et tendre l'autre joue. Merci, je me souvenais plus de la phrase exacte. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est exactement ce que... C'est tendre la deuxième joue, en fait. C'est pas tendre la deuxième joue au sens tiens, finalement donne-moi une autre. Il m'a donné une gifle, il va m'en donner une autre. C'est juste dire renvoyer à l'autre ce qu'il vient de nous dire. Et ça peut même être encore un cran plus loin, c'est tendre l'autre joue, c'est ne pas considérer que l'attaque que je viens de subir est une attaque, mais c'est une défense de la part de l'autre. Et l'amour inconditionnel, et c'est pas facile, attention, je suis pas en train de dire que c'est facile, moi le premier d'ailleurs, l'amour agapé, ce qu'on appelle l'amour agapé, c'est justement avoir conscience de cet amour inconditionnel qui fait que parce que l'autre en face de moi m'attaque, il croit m'attaquer et moi je considère que dans son attaque, il y a quelque chose dont il se défend. À quoi il me dit, quand il me dit non à moi, à quoi il se dit oui à lui? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est là où les religions sont mal interprétées et mal comprises, parce que il y a dans chaque phrase de la religion, on pourrait presque vous expliquer en quoi ce sont des phrases gentilles finalement. Oui, absolument. Des phrases d'amour. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est une autre émission. Et je crois qu'on va en rester là avec vous pour aujourd'hui. Karen, je crois que vous avez de quoi travailler. De quoi vous dépouiller, pour prendre l'expression de Franck Martin. Merci beaucoup, Karen. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir. Allez, on fait une petite pause et on continue à être gentil, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Alors me voilà rassuré, Franck Martin, puisque nous avons un homme qui lui aussi est quelqu'un de gentil, parce que jusqu'à présent j'avais l'impression qu'il y avait que les femmes qui étaient gentilles, mais bon, en même temps, oui, les femmes sont peut-être plus dans l'amour que les hommes, j'ose le dire. Yannick, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Franck. Bonjour Yannick. On vous écoute, je vous en prie, allez-y. Oui, donc, moi je suis quelqu'un de gentil, alors trop gentil, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai remarqué que la gentillesse dans la société d'aujourd'hui, c'est souvent pris comme une faiblesse par les autres personnes. Et pour les hommes, après, il y a aussi, alors il y a deux côtés, il y a la gentillesse avec les personnes et les gentillesses quand on est avec les dames. Oui. Et j'ai remarqué que notamment quand on draguait, être gentil, ça peut être finalement très contre-productif. Ouais. C'est pas viril quoi. Oui, c'est ça. En fait, beaucoup de femmes finalement qui disent qu'elles veulent des hommes gentils et tout, mais quand vous draguez, si vous êtes plusieurs ou quoi, elles vont plutôt aller vers le gars qui est peut-être pas forcément, alors pas hyper macho, mais un petit peu plus macho. Le mec un peu sombre. Le bad boy. Un petit peu le bad boy, plutôt que vers le mec un peu gentil, avec qui elles vont être adorables, elles vont trouver ça super que le gars est gentil, mais il va perdre finalement... Ça va devenir le bon copain, mais pas le bon amant. Ouais. Vous avez raison. Exactement, alors que ça peut être... Un mec trop gentil, parfois c'est pas excitant. Oui, ou même gentil tout simplement, pas forcément trop gentil, mais gentil, serviable, finalement, ça va être une faiblesse dans... Déjà dans la vie de tous les jours, ça peut être une faiblesse, mais là-dedans, ça peut être une faiblesse encore plus importante. Quand j'étais gamin ado, moi j'avais eu pas mal de problèmes aux yeux entre autres, et donc j'étais encore plus exacerbé sur le regard que pouvaient porter les gens sur moi, et notamment la gente féminine. Et donc moi j'étais un vrai gentil. Et c'est assez marrant parce que plusieurs années après, alors que je draguais comme un fou pour essayer d'avoir le cœur d'une copine, je l'ai retrouvée beaucoup plus tard. Elle a eu des expériences de vie de couple qui étaient très difficiles, et elle m'a dit à quel point elle regrettait finalement de ne pas s'être laissée aller avec moi parce que j'étais un vrai gentil. Et justement, c'est ce qu'il avait retenu à l'époque. J'étais trop gentil. C'est ça. C'est fou, hein. C'est intéressant ce que vous dites, Yannick, parce qu'en effet, il faut être gentil, mais gentil, ça veut pas dire mou, quoi. Ça veut pas dire faible non plus. Non. Alors c'est vrai que moi, dans la vie de tous les jours, je peux être gentil, mais je suis pas quelqu'un de faible. C'est-à-dire que si je vois que quelqu'un abuse de ma gentillesse, je lui rentre dedans directement, verbalement, mais moi, j'ai pas de peur de ce côté-là. Par contre, c'est vrai que quand je suis avec des femmes, c'est plus compliqué. Du coup, j'ai le côté, pas une question de faiblesse, mais je vais pas lui dire, c'est plus compliqué de dire qu'elle abuse ou voilà. Je veux dire, Et c'est compliqué, Yannick, c'est ce qui est fou. Là, on touche à quelque chose d'important. Alors peut-être beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs. Et c'est pas sûr, hein, mais en tout cas, moi c'est ma vision des choses. Hein, c'est mon angle d'homme entre guillemets. C'est que souvent on a cet abus, en tout cas cette excessivité de gentillesse par peur de perdre l'amour de sa femme. Moi, j'en ai été le premier. Je dis souvent, je l'explique dans mon livre, donc il n'y a pas de secret là-dessus. Moi, j'en suis à mon 3e mariage. J'ai eu 3 avant mon dernier mariage, 3 grandes histoires, et je me suis souvent oublié. Parce que il me semblait important, et surtout j'avais l'impression de ne pas pouvoir vivre si je n'avais pas et si je n'obtenais pas l'amour et le regard et la reconnaissance de ma femme. C'était terrible. Et donc du coup ça m'a amené à avoir des comportements d'une ultra gentillesse, quitte à m'en oublier totalement. Tu vois, c'est ça le truc, c'est une histoire de fou. Moi j'ai vécu 17 ans avec une personne, mais c'est vrai qu'à un moment elle me reprochait parce que on n'arrivait pas à s'engueuler. En fait, moi je sais pas m'engueuler avec une femme. Voilà. Donc quand en fait ça gueulait, moi en fait je faisais la technique de la toile tirée, c'est-à-dire que je me tends, je dis plus rien. J'arrive plus à parler. Mais là aussi c'est marrant parce que là aussi c'est un comportement très masculin. S'engueuler, c'est pas uniquement, c'est pas forcément avoir monter au rideau et être soupe au lait. S'engueuler, le conflit, c'est quelque chose de merveilleux. Je parle beaucoup du couple, et le couple il peut être vécu comme un duel ou comme un duo. Et le duo, ça nécessite de comprendre qu'il y a
pas un couple aujourd'hui qui ne va pas rencontrer à un moment donné un instant entre guillemets conflictuel, un instant mais ça veut dire aussi, Yannick, que vous préfériez rester gentil et donc ne pas vous respecter dans la vie à deux. Alors, ou quelque part, elle profitait, si vous voulez, de votre gentillesse pour imposer un petit peu sa façon d'être, etc. Et donc, à un moment donné, vous avez certainement commencé à un petit peu étouffer ou vous voyez. De toute façon, la séparation, au bout de quelques, on s'est séparés parce que dans les dernières années, ça fonctionnait plus. Mais alors, le problème, c'est que paradoxalement, moi, je suis quelqu'un de très soupolé. Donc, je suis quelqu'un qui explose facilement. Moi, j'ai un tempérament d'origine espagnole. Ouais, méditerranéen. Au boulot, tout le monde le sait. Je suis quelqu'un de hyper cash. Et moi, le mec en face, ça peut être le patron de la boîte, le patron de qui il veut. Ne chatouillons pas Yannick. Non, mais les gens le savent. Hein. Le jour où ça pète, moi, j'explose, direct. Bon, après, ça retombe. Et le problème, c'est que je peux être extrêmement violent dans mes propos, dans ma manière d'exploser. Alors, pas forcément, pas physiquement, hein. Je vais pas frapper les gens, quoi, mais je suis extrêmement violent quand j'explose. Et le problème, c'est que j'ai toujours eu peur de... oui, mais ça montre bien, Yannick, ça montre bien qu'il y a parce que quand on explose comme ça tout d'un coup, c'est que c'est la stratégie de la cocotte minute. Oui, on va revenir avec vous, Yannick, dans un instant, parce que je crois que c'est important qu'on vous donne un petit conseil, et puis je pense que ça intéressera aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui sont aussi comme vous, hein, en effet, des cocottes minutes. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Franck Martin est avec nous, il nous aide à comprendre ce qu'est la gentillesse grâce à ce livre Gentillesse mes fesses aux éditions Erol. C'est vrai que le titre peut paraître surprenant, mais quand on lit le livre, on comprend. Alors c'est intéressant parce que Yannick, vous nous dites que de temps en temps vous explosez. Franck a appris l'expression de la cocotte minute. Et alors moi, ce qui m'a surtout intéressé dans ce que vous avez dit, Yannick, et je pense que Franck va réagir aussitôt sur ça, c'est que vous êtes dans une croyance, sous prétexte que vous seriez d'origine espagnole, vous seriez quelqu'un qui est soupolé. C'est ce qu'on appelle, encore une fois, des croyances, n'est-ce pas, Franck ? C'est des liens de cause à effet qui ne sont pas factuels. Vous voyez, Yannick ? Oui, non, mais quand je dis, c'est pas parce que je suis d'origine espagnole, c'est que dans mon tempérament, de toute façon, moi je suis soupolé, c'est que bon, pour les gens qui savent pas, hein, le lait il chauffe, il frémit, puis d'un seul coup il monte, hein, et si vous coupez le gaz, il sort de la casserole. Et il sort de la casserole. Moi je travaille dans des usines qui concernent le oil and gas et la pétrochimie. J'ai des postes où il y a énormément de pression, que je gère en fait des commandes de matériel pour des arrêts, des trucs comme ça, donc il y a énormément de pression. Et vous avez beaucoup de personnes qui ont tendance à vous mettre la pression parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot correctement. Donc moi qui suis un grand gaillard, en général, j'envoie bouler très vite pour expliquer aux gens que stop, la pression c'est pas sur moi qu'ils vont la mettre, quoi. Et le fait d'exploser comme ça très régulièrement, tout le monde le sait, hein, je suis une grande gueule et je suis quelqu'un de cash. L'avantage c'est que j'ai beaucoup moins de stress quand je rentre chez moi. Je suis beaucoup plus zen en fait parce que j'ai pas accumulé le stress. J'ai explosé tout de suite et j'ai évacué mon stress immédiatement, quoi. Et du coup, c'est l'équipe qui a du stress en rentrant chez elle ou pas ? Non, l'équipe non, parce qu'en fait, moi, je travaille pratiquement en solo. D'accord. En fait, je suis en relation avec tous les groupes d'une usine. Mais maintenant, moi, j'ai des chefs qui savent comment je suis. Donc, quand ils m'entendent gueuler dans le couloir, mais Yannick, pas, quoi. Elle est très bien votre explication parce qu'elle est du coup très factuelle et très professionnelle. Mais vous m'avez quand même dit que vous n'osiez pas face à votre partenaire parce que vous aviez peur justement d'exploser. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre. Comment dirais-je, émotionnel qui provoque la cocotte minute derrière, Parce que le but oui, avec les femmes, par contre, j'y arrive pas. Ça, par contre, voilà. Avec les femmes, ça, c'est mon côté. Oui, vous faites, comment vous avez dit tout à l'heure, la toile cirée, c'est ça Oui, je fais la technique de la toile cirée. Je me tends et je laisse passer l'orage. Voilà. Mais du coup, ça marche pas. Non, parce que j'accumule après. Bien sûr. Et ça fait cocotte minute. Et là, du coup, vous avez du stress et vous explosez. Et le pire du pire, c'est que comme vous ne dites rien pendant un certain temps, la personne en face, elle comprend pas. Parce qu'elle va relier ça à quelque chose qui visiblement n'a pas de lien éventuellement avec l'énervement global. Et c'est la petite goutte qui fait déborder le vase. Et quand ça déborde chaud chez vous. Ah. Vous m'avez entendu ?
La dernière fois où ça a débordé, on s'est séparés. Eh ben oui. Alors ce qui est, enfin, c'est jamais dommage ou bien ou pas. Après, chacun fait du mieux qu'il peut, comme d'habitude. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre la façon, le comment vous vous y prenez. Pas le pourquoi, hein, parce que toutes les raisons sont toujours très bonnes et légitimes. Mais c'est comment vous y prenez en termes de processus pour faire en sorte qu'à un moment donné, cette cocotte minute, parce que ça vous va pas visiblement, puis ça va pas à votre compagne. Comment vous pouvez vous y prendre pour que cette cocotte, elle puisse avoir vous savez, je sais plus comment on appelle ça sur la cocotte minute, le petit là, la petite soupape, la petite soupape. Oui, la soupape de sécurité. Voilà. Et donc la soupape, il faut que vous puissiez, là aussi c'est toujours pareil, hein, chacun fait ce qu'il peut. Ça peut être intéressant pour vous et pour le couple de voir comment la trouver cette soupape. Et la trouver entre autres, c'est se déculpabiliser de dire ce que l'on ressent au moment où les choses arrivent. Oui. Voilà, c'est surtout ça. Mais c'est plus compliqué à dire qu'à faire. Oui, mais du coup, ça vaut le coup d'essayer sur des petites choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je crois à Roxane ou à Mylène, je sais plus à laquelle des deux. C'est essayer avec des petites choses. Donc, quand il y a un sentiment d'injustice ou d'irrespect ou je sais pas quoi, c'est tout de suite réagir en disant, écoute, je sais pas si tu l'as dit pour ça ou pas, mais en tout cas chez moi, ça fait naître chez moi un sentiment d'irrespect et je suis pas bien avec ça. Voilà, juste ça. Oui, parce que ça peut être, par exemple, je dis n'importe quoi, Yannick, hein, mais vous rapportez à votre compagne des œillets, puis elle vous dit j'aime pas les œillets. Ça peut vous blesser, vous pouvez avoir le sentiment que vous avez été gentil et puis que vous avez une réflexion qui n'est pas agréable. On peut le dire, voyez. Oui, tout à fait. Et sur une petite chose comme ça, le dire, ça peut-être être possible. Et ça va faire que vous allez tout doucement apprendre à dire les choses quand vous vous sentez blessé, pas respecté ou pas suffisamment remercié. Comme je le dis souvent, il faut dans le couple faire attention à toutes ces petites choses parce que sinon ça devient cette poussière qu'on met sous le tapis à un moment donné. Exactement. Ce que je dis souvent, Yannick, et ça peut être intéressant aussi pour vous de l'entendre, c'est que on va pas considérer que l'objectif d'un couple c'est de durer. C'est pas ça, c'est on va dire quelque chose d'assez religieux. Mais on peut quand même considérer que ce qui fait qu'un couple dure, ça n'est pas la force de son amour, c'est d'abord la qualité de sa relation. Ça veut pas dire qu'il faut pas de l'amour, il en faut bien sûr, mais c'est pas suffisant. Et donc du coup, la qualité de la relation, c'est quoi ? C'est la capacité que vous pouvez avoir à créer une relation de proximité, de confiance avec votre compagne, et ça passe par de la gentillesse, de la bienveillance, du respect, de l'humilité, mais surtout de la vérité, de la véracité. C'est-à-dire la capacité à dire ce que vous ressentez au moment où les choses arrivent. La communication. Exactement. Et donc du coup, quand vous faites toile cirée qui se tend, toile cirée, là, j'ai l'expression qui me vient comme un paix sur la toile cirée. Ça dégage et ça marche pas. Mais bon, par contre, voilà, je veux dire, moi, mon dernier couple, ça m'a appris beaucoup là-dessus. Ah ben bien sûr. Mais encore heureux qu'on apprend par tous les couples. Hein. non, mais voilà, je veux dire, c'est ce que voilà, je veux dire, ça m'a appris là-dessus. Et puis bon, l'âge aidant aussi, hein, je sais que maintenant, je ne gère plus de la même manière. Voilà. Quel âge vous avez, Yannick ? J'ai 55 ans. Hein. D'accord, ça commence à faire maintenant. Non, mais je pense que vous avez très très bien compris et puis vous faites ce que vous pouvez, Yannick, et c'est formidable. Merci en tout cas, merci de votre témoignage. Je vous remercie à vous. Au revoir, Yannick. Merci beaucoup, Yannick. Alors justement, on va parler de nos besoins et de la manière dont ça se joue dans un couple. Ça va peut-être vous aider à être plus capable d'être gentil avec vous-même et donc de vous respecter. En fait, je vais vous expliquer, il y a 5 besoins, Franck Martin: physique, éducatif, relationnel, affectif, narcissique. Et je vais évidemment expliquer en quoi consistent ces 5 besoins, mais vous pouvez, pendant que je vous explique ce Love Conseil, essayer de réfléchir dans votre couple si ce besoin-là est réellement satisfait ou suffisamment. Et s'il n'est pas réellement satisfait, voir si c'est vraiment important pour vous qu'il soit satisfait ou si vous pouvez peut-être le satisfaire ailleurs et donc trouver la paix dans votre couple. Alors le besoin physique, c'est évidemment se toucher et avoir de l'intimité et des relations sexuelles. Évidemment, ça, je pense qu'on le comprend. Alors le besoin
besoin éducatif, c'est pas d'être éduqué comme à l'école, non, c'est se sentir protégé par son ou sa partenaire. C'est dans ce sens qu'on appelle ce besoin éducatif. Le besoin relationnel, c'est évidemment à la fois de communiquer, mais également de se sentir compris. Et ça, c'est très 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 important. Combien de couples ont l'impression que l'autre ne les a pas compris, et ça crée à force évidemment une séparation. L'affectif, c'est évidemment se sentir aimé. Et le narcissique, c'est se sentir admiré et se sentir respecté. Et ces 5 besoins, ils sont quand même assez fondamentaux. Vous êtes d'accord, Franck Martin? Complètement. Donc voilà, vérifiez que ces 5 besoins dans votre couple sont là. Sinon, vous voyez comment vous pouvez justement essayer de rectifier tout ça. Dans les quelques lignes que je me suis amusé à écrire dans ce dernier livre, je parle d'un concept qui m'est cher, dont on a souvent parlé ensemble, Brigitte, qui est ce concept issu de Maria Montessori, que j'ai beaucoup modélisé, et entre autres ce concept de contenance que j'ai aussi modélisé dans le cadre du couple. Et dans le cadre du couple, entre autres, les 5 points de la contenance, c'est la sécurisation, entre autres du couple, on vient d'en parler, c'est la réponse aux besoins essentiels, c'est la capacité relationnelle, c'est la créativité et le développement, c'est faire des choses nouvelles, et le dernier point, c'est le plaisir et l'enthousiasme. Et précisément dans ce que vous venez de dire là, sur le côté, on les retrouve absolument tous. C'est dit différemment, mais c'est la même chose. Donc voilà, si vous avez besoin de réécouter ce Love Conseil ou ce que vient de dire Franck, vous le savez que vous pouvez à tout moment nous écouter en podcast. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux, et je vous remercie de votre fidélité et de vos témoignages tous les jours à l'antenne. Bonjour Steve. Oui, bonjour. Bonjour à votre invité, bonjour Brigitte. Bonjour Steve. C'est Franck qui est avec nous. Allez-y, on vous écoute. Non, c'est puisque le sujet c'était la gentillesse, mais vous voyez, je le fais en direct. Je prépare un feu de cheminée pour la famille ce soir. Vous voyez, je suis gentil. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Non, c'est une attention. Oui, donc... Mais ce qu'il faut, et vous voyez, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez eu envie de le dire à l'antenne, et ça veut dire que vous prenez du plaisir à être gentil et allumer ce feu, et vous allez le faire avec amour et conscience, si je peux me permettre, Franck, de dire ce mot. Oui. Donc pour parler du sujet et me concernant, alors c'est difficile de parler de soi comme ça, mais je me considère comme quelqu'un qui est relativement gentil. Gentil parce que il me semble que je suis assez attentif à l'autre. Alors ses besoins, je peux pas répondre à tous les besoins, mais assez centré pour être attentif à l'autre. Voilà. Je vous parle de cela parce que maintenant j'ai 50 ans, mais pendant des années ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce que j'avais de grandes difficultés à dire non pendant des années. Donc beaucoup de personnes, par rapport à mes actes, par rapport à ma présence, par rapport à l'écoute, par rapport oui, je vais t'aider, oui, je suis là, oui, etc. Beaucoup de personnes, le retour, c'était qu'est-ce qu'il est gentil. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, à savoir, est-ce que mon acte de gentillesse était gratuit ? Totalement gratuit. C'est-à-dire sans rien attendre en retour. Ben non. En fait, je me suis aperçu au fur et à mesure des années que vous avez parlé des 5 besoins, je crois, et le 5e, c'était le narcissisme. Oui, absolument. Il me semblait magique. Et c'était ça, en fait. C'est-à-dire que vous aviez besoin d'être admiré, donc, hein ? Ouais, admiré, et alors il y a aussi ce sentiment de sécurité et respecté. Tout à fait. Par rapport à mon vécu, par rapport au trauma que j'ai traversé, etc. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais j'avais quelque part, j'ai pris conscience à un moment donné de dire, mais attends, mais est-ce que mon acte il est fondamentalement gratuit ? Est-ce que tu t'en sers pas aussi pour satisfaire ? Alors je ne sais pas si c'est l'ego, mais pourquoi pas ? Donc, allez-y, finissez. Oui, pardon, allez-y. Merci. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que tu as fondamentalement envie d'aider tout le temps, de dire oui tout le temps ? Quel est le problème par rapport à ce non ? Et le fait qu'on te retourne par rapport à cet acte-là, ce mot, donc qu'est-ce qu'il est gentil ? Mais ça me ramène à quoi en fait ? Est-ce que j'ai besoin fondamentalement d'être gentil ou est-ce que je suis gentil ? Et alors, excusez-moi, je vous coupe, mais je vais vraiment dans votre sens, hein, Steve. Est-ce que quand on vous disait qu'est-ce qu'il est gentil, ça vous faisait plaisir ? Ah oui. Mais en fait, au-delà du plaisir,
ça, avait le plaisir, ça me rassurait. Pour plein de raisons. Oui, donc vous étiez dans la bonne direction. En fait, vous touchez à un point qui est vachement important dans cette histoire de la gentillesse. C'est que on dit souvent que la gentillesse, pour être réellement prise, elle doit être gratuite. Et c'est vrai, c'est-à-dire que spontanément, on est dans la gratuité et le don. Mais, et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure en début d'émission, elle est jamais totalement gratuite. Mais c'est inconscient, ça. Et notamment, ça nous renvoie à ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette nécessité de sécurisation, d'avoir de l'amour, du regard et de la reconnaissance, d'exister, au sens se trouver sous le regard des autres. On existe par le regard des autres. Et donc, du coup, c'est normal que vous vous posiez la question. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Steve, tant pis, c'est comme ça. De temps en temps, vous êtes dans l'acte totalement gratuit, puis de temps en temps, vous dites tiens, je suis pas en train de faire un feu à la famille là pour qu'ils puissent me dire oh papa comme on t'aime, bon sang. Eh ben peut-être, tant mieux, prenez tout. Mais merci Franck, votre prénom, c'est Franck. Ouais, c'est Franck, ouais. Oui, je vois. Mais complètement. D'ailleurs, j'ai 3 enfants, et donc pendant des années, maintenant ils ont 18, 15 et 12, mais petits, je rentrais à la maison après le boulot assez tard, je disais ça va, tout va bien à la maison, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et à un moment donné c'est ma fille donc qui me l'a dit, qui m'a fait la remarque assez pertinente, qui m'a permis d'évoluer, je la remercie d'ailleurs, elle me dit mais papa, nous ça va, mais toi ça va? C'est beau, c'est magnifique. Excellent. C'est magnifique. De façon légère, mais en tout cas, ça m'a percuté, ça m'a permis d'évoluer. Et effectivement, je reprends une phrase, alors je ne sais pas qui l'a dit, vous allez peut-être m'aiguiller, mais il peut coexister ou exister chez l'individu 2 entités, le loup et l'agneau. Et en fait, il est rajouté, demandez-vous laquelle vous voulez nourrir. Laquelle on nourrit le plus. Oui. Je crois que c'est Gurdjieff, en tout cas Gurdjieff l'a reprise cette phrase, mais c'est peut-être pas de lui au départ, mais en tout cas c'est... Moi, c'est chez lui que je l'ai découverte. Et je la trouve magnifique, cette phrase, bien sûr. C'est celui que vous nourrissez le plus. Alors ça aussi, c'est rigolo. C'est très intéressant. On ne voit de la vie et de nos expériences que ce que l'on croit. Vous savez, il y a saint Thomas qui disait je ne crois que ce que je vois. Et saint Thomas, je m'amuse toujours à dire qu'il avait un cousin germain. Alors cherchez pas, c'est pas vrai. Il s'appelait saint Mathos. Et saint Mathos lui dit je ne vois que ce que je crois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dirigez inconsciemment, vous dirigez vos attentions et vos 5 sens, ce que vous récupérez de l'information de la vie, uniquement par rapport à ce que vous croyez de la vie. Donc il y a des tas de gens qui croient que la gentillesse n'existe pas et ils voient tous les jours des preuves de non-gentillesse dans la vie. Et puis il y a des gens comme moi qui croient que la gentillesse elle est juste là partout. Et puis je suis moi. Ça veut pas dire que je vois pas le reste, mais ça veut dire que je ne retiens de la vie que ce qui sert mon point de vue et qui le renforce. Voilà. Et ça c'est intéressant aussi d'avoir à l'esprit. Voilà. Merci Steve de cet échange, merci beaucoup. On va conclure dans un instant déjà et puis on a été réchauffé grâce à Steve en tout cas. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et alors, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est méchant et que vous voulez lui faire un beau cadeau pour Noël, je vous conseille d'offrir le livre de Franck Martin, Gentillesse mes fesses, aux éditions Erol. Voilà, ça vous fera du bien. Et qu'est-ce que vous en pensez, Franck? Moi, je suis bien d'accord. C'est super gentil. Un petit clin d'œil, comme ça, de temps en temps. Exactement. Bonjour, Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Franck. Alors tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier parce que j'écoute là depuis le début l'émission et il y a énormément d'informations extrêmement enrichissantes, en tout cas pour ma part. Merci. Et c'est un vaste sujet que la gentillesse. Et évidemment, moi, je suis très touchée par tout ce que vous avez dit parce que j'ai compris il y a pas très longtemps, j'ai 54 ans aujourd'hui, mais il y a 5-6 ans, on va dire, j'ai eu des grosses prises de conscience et j'avais toujours l'impression d'être le dindon de la farce, d'être toujours trop gentil, de toujours donner plus que je ne recevais, etc. Et en fait, j'ai compris que c'est moi qui m'infligeais tout ça sans poser ces fameuses limites. Et j'avoue que c'est ça, je l'ai compris, mais alors disons que pour mettre en pratique, merci. C'est très très compliqué pour moi. Et j'ai écouté bien sûr tous vos conseils, etc. Et aujourd'hui, j'ai pris le parti d'essayer de faire chaque jour un pas un peu plus vers moi, parce que je pense que moi, je vais rechercher l'estime de moi-même en donnant et en étant dans ma gentillesse et ma générosité. Et c'est vrai que j'avoue que
J'y vais à petits pas, j'y arrive parfois, des fois j'y arrive pas. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce que je me dis toujours, c'est que je me dis, Sophie, si tu parles avec ton cœur, tu peux pas te tromper. Exactement. Et oui, mais c'est compliqué quand même parce que je suis obligée de faire, de m'en prendre plein la figure, hein, il faut le dire. Mais c'est pas grave. Je me dis c'est pas grave, comme vous l'avez dit souvent dans l'émission. Là, j'ai bien entendu quand vous disiez c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai. En fait, c'est pas grave. On fait au mieux. C'est de faire au mieux, mais surtout d'être authentique et soi. Exactement. Et moi, c'est ce que voilà. Je porterai ça, mon drapeau. C'est pas grave, je suis moi et cela me plaise et puis c'est comme ça. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment de vous repencher sur l'histoire familiale. C'est super important. Moi, je me livre beaucoup dans ce livre parce que je parle vraiment de mon histoire familiale. Et dans mon histoire familiale, il y a précisément ce qui fait que je suis devenu l'homme que je suis. Et tout ça par injonction, par transgénération, mais pas par méchanceté, avec deux familles qui s'étripaient parfois et qui étaient juste deux familles géniales, avec des gens tellement formidables, tellement pleins d'amour et qui m'ont transmis des trucs qui étaient super durs à gérer, dont il a fallu au moins 55 ans pour que je puisse m'en débarrasser. Oui, et alors, c'était un long travail. Mais c'est comme toute vie. Toute vie, elle demande juste à être vécue, et donc juste à être vécue en pleine présence. C'est surtout ça. Vous savez, la vie, c'est quand même pas grand-chose. C'est un petit trait d'union entre le moment de notre naissance et le moment de notre mort. Voilà. Et la vie, c'est pas une histoire. La vie, c'est un instant. C'est l'instant présent. On parle souvent de l'instant présent, on parle de la pleine conscience, les machins. Non, tout simplement, la vie, c'est l'instant présent. C'est faire au mieux, ici et maintenant, ce que l'on peut faire du mieux qu'on peut. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous faites rien, vous ne faites aucune erreur dans la vie. L'erreur, c'est un jugement de ce que l'on a réalisé. Mais quand on réalise les choses, on les fait toujours avec les meilleurs critères possibles au moment où on fait nos choix. Oui, vous revenez souvent, depuis tout à l'heure sur le jugement. Et je crois qu'en effet, on est toujours dans le jugement de soi-même, des autres. Et on a rarement tous les paramètres pour pouvoir juger. Quand on voit comment un procès dure longtemps, pourquoi en 3 secondes on se permet de juger finalement soi-même ou les autres, Sophie ? Oui, mais du coup, oui, bien sûr, tout à fait. Alors, autre petite piste, Sophie, ça peut vous aider, c'est quand vous faites quelque chose et que vous avez, au moment où vous faites ce que vous le faites avec les meilleurs éléments qui vous permettent de faire un choix. Et puis peut-être que vous avez l'impression de le regretter 2 minutes, 2 heures, 2 jours ou 2 mois après. Sauf que pour pouvoir arrêter d'abord de condamner ce que vous avez fait, puisque au moment où vous avez fait le choix, c'était le meilleur choix possible au moment où vous l'avez fait. Et avec les éléments que vous aviez, donc il n'y a pas à regretter. Oui, mais ça veut dire quand même que je vais être amenée, tous les gens qui sont comme moi sont amenés à souffrir en réalité. Alors, la souffrance, elle vient aussi beaucoup de la différence entre ce que la vie vous amène et ce que vous auriez aimé qu'elle vous amène. C'est ça. Voilà. Et pour le coup, c'est la philosophie. Et Sophie, la pleine présence. En plus, Sophie, vous portez un prénom quand même qui veut pas grand. Enfin voilà, on est pile poil dedans. La première des choses, c'est effectivement d'accepter la vie de manière inconditionnelle. Et arrêter de confondre souffrance et douleur. La douleur, c'est quand on a une émotion très forte qui nous fait mal, et la souffrance, c'est la pensée qui entretient cette douleur et qui fait que cette douleur reste quelque chose, un poids qui nous encombre. Il faut passer à autre chose. On a eu mal, on passe à autre chose, sinon on reste dans la souffrance. Et gentillesse envers soi-même, ça commence par le fait de comprendre qu'on ne fait pas d'erreur. L'erreur, c'est un jugement de soi-même. Non, on fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut, c'est vrai. Tout le temps. Ça fait du bien ce que vous me dites, ça me fait du bien. Tant mieux, cadeau de Noël. Merci. Voilà. Et tout le monde fait du mieux qu'il peut. Oui. Personne ne fait les choses. Il y en a qui sont quand même plus calculateurs. En réalité, les personnalités comme la mienne, on ne calcule pas. Sophie, c'est possible. On donne un petit peu sans compter, vous voyez. Mais même quand ils calculent, ils calculent en fonction de quelque chose qui est important et vital pour eux. Oui. C'est ça l'amour agapé. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont plus en paix et plus heureux avec eux-mêmes, Sophie, de toute façon.
Non, mais ils ont peut-être ils prennent plus soin d'eux. Mais du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai le sentiment de ne pas prendre soin de moi à cause de ça, justement, à cause de cette espèce de générosité, de cette attention que je porte obsessionnellement aux autres. Vous voyez, c'est peut-être aussi une fuite de moi, j'en sais rien. Vous voyez, j'ai du boulot. Non, mais c'est peut-être un besoin que vous avez de donner, parce que vous avez ce trait de caractère d'être très, très, très maternante. Et si ça vous fait du bien de donner, et puis de temps en temps, ça vous fera un peu de mal, et puis vous passez à autre chose, et puis voilà tout. Je crois qu'il faut vivre en effet chaque instant sans se juger, sans faire tourner le petit vélo dans la tête. Exactement. C'était en tout cas votre message, et merci d'avoir été aussi gentil avec nos auditeurs. Franck Martin, merci à vous. Merci à vous. Ça s'appelle Gentillesse mais faites, c'est aux éditions Erol. On viendra demain parler du désir. Quels sont les signes avant-coureurs du manque de désir de notre partenaire? Ce sera avec Philippe Arlin, qui a beaucoup écrit sur le désir et qui pourra vous aider, qui vous donnera des pistes pour relancer le désir dans votre couple. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne, qui va lui aussi être très gentil avec vous.